Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis super contente de recevoir Charlotte Gabri, humoriste passée par le Jamel Comedy Club, actrice, on pense à Babysitting, Demi-sœur ou encore Divorce Club, et désormais autrice avec son premier roman Déjeuner en paix aux éditions du Cherche-Midi. Vraiment, en lisant toute ta bio Wikipédia, j'ai eu envie de l'imprimer, la mettre au-dessus de mon lit pour m'en servir comme loi de l'attraction. Ton parcours est trop cool et prouve en vrai que tout est possible. Ensemble, on va discuter d'échecs. Merci Captain Obvious. Bien sûr. En parlant de ton début de carrière, de ta partie humour. Alors pour l'instant, on n'a pas trouvé de titre parce qu'on on n'en trouve pas de titre, mais donc on se dit à la fin. On va trouver à la fin. Okay, on dira à la fin. C'est notre goal de l'épisode. Raconte-moi, ça commence comment? Ça commence, j'ai 17 ans, je suis au lycée en Suisse et j'écris des textes, plein de textes et tout, et j'ai envie de les dire sur scène, mais en fait, je me dis pas que je veux être humoriste, je me dis juste, j'ai envie de raconter ça et tout. Et je sais que je veux faire du théâtre, que je veux absolument être comédienne. Ok. Et je viens à Paris parce qu'en Suisse, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'opportunités. Et j'ai le chien qui se gratte. Encore un peu plus faire fort. sa petite live. Et hop là, ça Il est trop mignon, ce chien. Et bref, je me suis dit, je viens à Paris une année et je vois comment ça se passe. Et puis si ça marche pas, je reviens en Suisse. Et puis je viens d'avoir 19 ans et je me dis, au pire, c'est une année sabbatique, mais j'essaye et tout. Et tes parents te font confiance à ce moment-là? Mais oui, parce qu'ils se disent que je vais revenir. Vraiment, pour eux, ils sont là, oui, va faire ton expérience et puis après, tu feras tes études. Voilà, c'est cool, ils te donnent la confiance nécessaire pour... Ça, j'ai eu de la chance. Et quand je suis arrivée à Paris, je voyais qu'on pouvait jouer dans plein de cafés-théâtres, donc j'allais comme ça faire mes textes. Des fois, je prenais des beats, des fois pas. Et en fait, même pas 10 jours plus tard, j'ai un producteur qui était chez Juste pour rire, qui était une grosse prod, enfin qui est toujours une grosse production et qui me propose de venir faire des auditions. Et puis après, très rapidement, je fais le festival de Montreux où je joue devant 1500 personnes. Incroyable. Et puis, en fait, tout va super vite. Et surtout, je me dis, bah voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ouais. Alors que non, mais moi, ça va très vite et j'ai 19 ans. Et après, au festival de Montreux, je rencontre Laurent Ruquier qui est là-bas aussi et je me retrouve à faire de la radio le matin. Je crois que c'était 2 matins par semaine dans l'émission On va se gêner. Et donc, à 19 ans, à peine arrivée à Paris, j'étais tous les soirs au théâtre de 10h et à la radio. C'est fou parce que c'est à la fois un plaisir immense, une chance immense et une responsabilité qui est très grande pour quelqu'un de 19 ans, tu vois ce que je veux dire? 19-20 ans. Ben, tu te le dis. En tout cas, moi, je me le disais pas et j'étais tellement contente et je voyais ça comme, pas comme un jeu, mais c'était ultra important pour moi, mais je voyais pas la responsabilité. Ouais, tu te rends pas compte. Mais je me battais quand même parce que je travaillais comme une dingue, j'écrivais énormément, enfin, j'avais fait des cours avant, enfin, je voulais vraiment ça. Ouais. Et Du coup, t'es tous les soirs, tous les matins. Ouais. Et ça file comme ça. Ouais, ça file. Et puis en même temps, il y a des changements de producteurs. Et puis je découvre que c'est un métier quand même très solitaire. Où je me dis, c'est dur de toujours faire rire plein de gens et puis ressortir, t'es seul dans ta loge. Et puis après, je commence à faire des premières parties d'artistes que j'admire. Donc, il y a plein de choses géniales, mais à la fois, je commence à me poser des questions sur ce que je veux raconter, qui je suis. Et en fait, j'ai pas du tout eu le temps de me poser la question parce que tout va vite. Et à l'époque, je rencontre un co-auteur qui écrit très bien et qui commence à m'écrire des textes. Et en fait, ça collait plutôt bien parce que moi, j'avais en plus un personnage, mais sans le vouloir, parce qu'on me disait que ça marchait bien. Donc, on me disait, toi, ça marche quand tu mets une robe rose et que tu dis des choses horribles. Mais en fait, c'est pas du tout moi. Et du coup, j'avais des textes de quelqu'un de plus âgé que moi. Et puis en plus de ça, on écoute la vie des gens dans ce milieu-là qui sont plus âgés et tout, j'imagine. Moi, j'arrivais pas à exactement savoir ce que je voulais raconter. Et comme d'un coup, j'étais produite et qu'on me dit, c'est bien que tu prennes un co-auteur. Et que d'un coup, ce co-auteur, ces textes qui sont très bons marchent encore mieux dans la bouche d'une fille de 19 ans, où ça crée un vrai décalage. Mais en fait, c'est pas forcément ce que j'ai envie de raconter. Mais je me rends pas compte que je commence à
premièrement construire un personnage qui est pas du tout moi. Ok. Et donc une espèce de fille naïve qui dit des horreurs et c'est assez commercial, mais en fait c'est pas moi. Ouais, on n'est pas encore en 2021. Non. Ouais. Et un co-auteur qui me dit que je ne sais pas écrire, que de toute façon je suis une interprète, qu'il faut que je comprenne que je ne sais pas écrire, que je suis pas si bonne actrice que ça, que moi ma force c'est de dire ces mots à lui. Et en fait je le crois vraiment. Et je me dis petit à petit, je me dis j'ai tellement de chance d'avoir quelqu'un qui m'écrive des textes, et s'il m'écrit pas des textes, je suis rien. Et donc je commence vraiment on va peut-être même trouver un autre titre à la fin, mais je commence vraiment à rentrer dans un truc où je deviens dépendante artistiquement de quelqu'un. De ouf. Et j'ai peur de cette personne et je me dis, mais s'il veut plus écrire pour moi, j'ai plus de travail et je suis surtout convaincue par mon manque de talent. Et je me dis, je croyais savoir écrire et donc je relis des choses que j'écrivais et à chaque fois que je lui montrais, il me disait non, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc petit à petit, je me retrouve à juste dire des mots qui sont pas les miens et ça marche. Donc c'est vachement perturbant. Ah ouais, c'est hyper perturbant parce que ça déséquilibre complètement ta confiance en toi, quoi. Ça, et puis petit à petit, c'est compliqué parce que pour que ton spectacle marche, tu dois aller faire de la promo, mais en fait, tu vas faire de la promo pour, tu sais même pas vraiment qui t'es. Et donc, je me suis retrouvée dans quelque chose où ça marchait bien pour moi, mais je savais pas trop ce que je racontais. Je savais plus trop ce que je voulais. Enfin, j'étais vraiment super perdue. Mais attends, mais il est ultra toxique, ce monsieur. Il a réussi à faire sa place au soleil en se disant, mais si je l'ai inconsciemment, j'imagine, mais quand même extrêmement toxique. Je pense que ça partait d'une trouille de plus avoir de taf. Il s'est dit qu'il allait s'écraser comme ça, non? Je sais pas du tout. Et enfin, je pense que même j'ai pas trop envie de parler de lui parce que je veux même pas chercher. On va pas citer son nom. Non, et tu vois, tout, mais en tout cas, c'est aussi pour ceux qui écoutent, de parfois t'as des rencontres, tu sais pas pourquoi, mais qui te font totalement perdre confiance. Et c'est des personnes qui doivent t'apporter quelque chose. Et en fait, ça t'enlève une grande partie de toi. Mais c'est surtout que j'étais persuadée de pas savoir écrire, alors qu'aujourd'hui c'est mon métier. Ouais. Donc c'est assez particulier. Ouais. Et puis à 20 ans, encore une fois, il y a quand même il y a un déséquilibre dans les forces, tu vois. Énormément, parce que j'étais que avec déjà des hommes producteurs et des gens qui avaient le double de mon âge. Ah ouais. Et donc c'est super compliqué de t'imposer, t'as toujours l'impression que eux sont les adultes, parce qu'en fait t'as un truc un peu gamin où tu dis bon ils me disent ça, c'est que c'est ça. Et en fait j'avais pas la maturité et puis surtout j'avais pas de potes à Paris ni de famille, j'étais vraiment toute seule. Oh, ma pauvre. Oh oui. Et donc attends, excuse-moi, il y a Tara qui fait une connerie. Tara. Je crois qu'elle en profite quand je passe derrière le micro, elle doit possible. se dire, tu vois ce que je veux dire? Hop là, dans 2 secondes, je mange toutes tes provisions dans le... Elle mord un peu, hein. Elle mordit pour jouer, mais tu l'ignores quand t'as fait ça. Non, je t'ignore. Tu vois, je te dis, la crise des 7 mois, c'est... Ah bah oui, je sais, c'est la crise d'ado. Bah bien sûr. Excuse-moi, Mais ouais, cette solitude, c'est rude. Ouah, t'as 20 ans, quoi. T'as pas la fille d'une vie de 20 ans, hein. Non. Mais je continue comme ça pendant 3 ans encore. J'en peux plus. En fait, je deviens l'ombre de moi-même. Je pleure avant de monter sur scène. Je vomis avant de monter sur scène. Je n'y arrive plus. Et en fait, je tombe vraiment en dépression je sais pas ce que je raconte. Ouais. Je sais même pas si j'ai envie d'être drôle. Je peux plus. Mais j'ai même pas d'explication. Mais j'ai eu un moment où dès que je montais sur scène, donc tous les soirs, je tombais malade, je pleurais et je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je peux plus vivre comme ça. Et donc t'avais des personnes à l'époque à qui te confier là-dessus? Non, personne. Ah ouais, en plus tu retenais pour toi, tu faisais oui, la parce nana que forte, je savais pas quoi enfin, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ouais. Puis je me disais mais en même temps, je me disais j'ai de la chance quand même, je fais de la radio, je fais de la télé, je suis sur scène, j'ai une prod, mais je pouvais plus. Et je me disais mais puis je veux pas être un personnage, je veux, enfin, il y a rien qui m'allait. En fait, je me disais, ça fait 4 ans que je me trompe, ou alors c'est plus ce que je veux, mais c'est douloureux parce que tu te dis, t'as tout quitté pour ça, puis t'es pas heureux. Et donc, je me disais, ça sert à quoi de continuer si je suis pas heureuse en faisant ce métier, autant faire un métier que j'aime pas à ce moment-là. De ouf. Parce que, Et puis, en plus, on t'a tellement mis dans une boîte petit à petit que tu te sens tellement enfermée que, moi, je sais que ça m'est arrivé, par exemple, de me dire, mais je ne suis plus capable de faire autre chose. J'avais tellement perdu toute ma confiance en moi que tu restes enfermé dans cette boîte parce que tu te dis que tu peux même pas en sortir, quoi. Complètement. Et en fait, au bout d'un moment,
tu vois, ça devenait quand je me disputais que j'étais pas d'accord, il me disait dans ce cas, je t'enlève mes textes et t'as plus de travail. Oh, mais l'horreur j'avais que du chantage comme mec. ça, et un jour j'ai pris une force et j'ai dit écoute, en fait, c'est pas toi qui me dis que je vais plus bosser, c'est moi qui te dis que j'arrête tout, en fait. Ok. Et du jour au lendemain, je sais pas si ça pas pété un plomb, mais j'ai tout arrêté. J'ai appelé mes producteurs. Je devais jouer au théâtre du gymnase, au petit gymnase. J'ai dit je joue plus, j'ai plus de spectacle, j'arrête. J'ai plus rien fait. J'ai plus fait de radio, j'ai plus fait de télé, j'ai rien. Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Ouais, t'as pas pété les plombs, tu t'es écoutée. Je me suis écoutée, mais tu vois. Avec le recul, je me dis si j'avais été mieux entourée, peut-être que j'aurais pu le vivre moins mal ou rebondir autrement, mais c'est vrai qu'après, j'avais 24 ans et vraiment, je ne faisais plus rien pendant 1 an. Waouh, c'est dur. Et puis à 24 ans, t'es en décalage parce que, en plus, mais t'as une maturité immense par rapport aux gens de ton âge parce que tu bosses depuis beaucoup plus longtemps qu'eux. Ouais. Tu vois, pendant ce temps-là, moi, j'étais en stage de vente en première année d'IUT. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Faut un peu. Toi, t'étais chez Ruquier. Bonjour, Rahim. Enfin, tu vois. Donc, il y a un décalage là-dessus. Et puis, tout d'un coup, à 24 ans, le moment où tout le monde s'envole, toi, tu te dis, ok, je sais plus où j'en suis, quoi. Ouais, non. Et je me dis, ce type, c'est incapable de sortir de ton lit. Enfin, c'est pas possible. Et je me rappelle, c'était super dur parce que c'était pile le moment, ça va te faire rire. C'était vraiment le moment de loose, de terrible. D'ailleurs, si Kian écoute ça, il faudrait que je lui raconte. C'était pile le moment, ma dépression, c'était pile le moment où Bref sortait. Ok. Donc en plus, c'était doublement difficile parce que je voyais plein de copains avec qui aussi j'avais fait du one man, Bérangère, tout ça. Je me disais putain, ils sont tous en train décolle. Et puis ils sont tous ensemble et moi je suis seule dans mon lit, je n'arrive pas à sortir de mon lit. Donc j'habitais à côté du Monoprix dans le Marais, on est vraiment collés, le même bâtiment. Ok. Et ma seule activité, vu que vraiment j'étais pas bien, dépression, c'était d'aller m'acheter du chocolat l'après-midi et de remonter, quoi. Et un jour, je suis au Monoprix avec un jean un peu large par-dessus mon pyjama Snoopy. Et puis, je croise Kian. Et j'entends Charlotte. Puis je fais salut, puis il était avec Harry, avec son producteur. Putain. Et puis je fais salut, ça va. Puis je suis gênée parce que je me sens pas bien et je suis pas douchée, il est 15h. C'est toujours ce moment-là, tu vois. Et comment ça va et tout, parce qu'on se connaît quand même depuis un certain temps. Et puis bref, on parle un peu, puis j'essaie de faire bonne figure. Bon bref, et après je repars au rayon bonbons. Et là, j'entends. Où on te dit bonjour Madame Gabri. Et là il me fait Charlotte. Et là je me dis. Il m'a appelé, peut-être qu'il veut me proposer un truc, et je fais ouais. Puis il me fait, t'as ta braguette ouverte un peu. Non. Puis je fais ok. Et donc là, je la referme, mais honte totale. Et après, j'achète tous mes bonbons, mes trucs, des marshmallows, de la glace, des machins. J'arrive à la caisse. Le double, là. Bah ouais. Et là, il y a Kian derrière moi, il me dit, tu fais une fête? Oh non. Oh non. Oh non. Et j'étais là, ouais. Je fais une fête. Après, je suis remontée chez moi. J'étais, merde. Bon. Tu sais, c'est comme quand on commande chez le Jap et qu'ils te mettent 2 paires de baguettes. Mais bien sûr, tu ça vois m'arrive tellement de fois, même 3 paires. Je suis là, bon, merde. Mais bon, ouais. Donc, 1 an comme ça. Et puis, en fait, petit à petit, je me remets à bosser parce que je croise Mathieu Madénian qui me demande comment ça va. Et moi, j'ai plus de fil. Je dis, ça va pas. Je bosse pas. Très bien, même. Et il me dit, viens faire des chroniques chez Michel Drucker. Puis je dis, ok. Mais quand? Puis il me dit, la semaine prochaine. Je mais fais, c'est pas vrai. Ouais. Et mais il a le pouvoir de dire... et je sais qu'il cherchait des gens et ça a tombé bien. C'est ouf. Et donc, je suis venue et j'ai bossé 2 ans là-bas. Donc ça, c'était génial. Et puis, pareil, j'ai arrêté en fait, j'ai repris le one man, j'en ai réécrit un nouveau. Et en fait, en allant mieux, en étant équilibrée, en étant toute seule, on a eu un nouveau producteur. Mais en fait, de nouveau, à 27 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ce que je voulais faire. Ok. Et c'est pour ça que mais là, j'ai arrêté. Pardon, là, t'avais quand même l'esprit plus léger pour prendre la décision toi-même et pas sous l'influence de quelqu'un. Exactement. C'était vraiment, je me suis dit, en fait, je me sens pas humoriste. J'ai aimé m'exprimer sur scène, mais je veux pas avoir ce truc où je suis obligée de faire rire, que les gens viennent pour rire, je peux pas. Okay. Mais j'admire profondément les gens qui le font, mais c'est vrai que moi ça me correspondait plus et du coup j'ai arrêté. Tu vois, ça me donnait vraiment envie ce métier-là et je me suis dit
Ah, je le serais peut-être à 1/5 en discutant avec Bérangère Krief. J'avais pas réalisé que ta vie, tu la passes la moitié du temps sur la route. Ah, incroyable. Tu vois, ouais, un ouais. truc, mais un détail technique. Moi, je suis taureau, genre mon lit, c'est important, tu vois. Et ouais, parfois, tu idéalises des choses comme ça, et en fait, la réalité, tu le dis, tous les soirs, de devoir te dire cette pression de devoir faire rire, tu l'imagines pas forcément comme tu l'avais imaginé, j'imagine. Ça, et puis t'as un truc où moi j'aime bien jouer des rôles et défendre un projet ou un personnage ou un metteur en scène mais j'ai beaucoup de mal à me vendre moi-même, et en fait, quand t'es humoriste, ce que je trouvais très dur, c'est qu'en fait, même tes émissions promo, tu dois montrer que toi t'es marrant. Tu dois prendre la parole. En fait, je suis hyper timide dans la vie. Ouais. Donc ça me correspondait plus, et je me suis dit autant arrêter que d'être frustrée en fait. Ouais, donc j'ai arrêté, et en fait j'ai eu la chance de faire mon premier film qui était Babysitting. Et en fait j'ai tellement aimé jouer avec du monde, être sur un plateau de tournage, où je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire. Mais après j'avais jamais fait du one woman pour être actrice, ou je le faisais vraiment par amour de la scène. Mais après j'ai aimé tourner, et je me suis dit ok, en fait ce que j'aime c'est d'être avec des gens ou de partager un truc, et maintenant je me sens plus épanouie en tant qu'actrice et auteure, mais pas humoriste. Tu penses que tu as eu besoin de passer par ça pour apprécier autant ton métier actuel? J'en sais rien. Franchement, je sais pas si j'ai eu besoin. Je me serais bien évité quelques années. Des fois, je me dis, j'ai perdu du temps. Ou même aujourd'hui, je sais que je suis encore identifiée comme humoriste, parce qu'il y a plein de choses qui sont passées en télé et tout, alors que ça fait en vrai 6 ans que je fais plus ce métier. Ta page Wikipédia, littéralement. Hein. Moi, je savais pas que t'étais humoriste. Pour moi, t'étais actrice et autrice. Ouais, mais j'ai fait ça presque 8 ans. Au final, tu vois. Donc, en fait, j'ai une plus longue carrière de ce métier-là que d'actrice, en fait. Mais tu te rends compte, ta plus-value, du coup, vous êtes rare. Mais je sais pas, moi, je le vois pas comme une plus-value encore. Peut-être que je le verrai, mais c'est vrai que ça m'a un peu enfermée aussi dans un truc où on me proposait d'abord que des comédies, parce que j'étais que là-dedans, et que, en vrai, moi, ça me plaît aussi d'aller vers autre chose. Mais après, je me dis qu'il y a des années, et que faut être heureux de là où on est au moment même. Donc, c'est clair. Oui, on est beaucoup, je sais que moi, la première, je suis beaucoup à me dire, toujours à penser à là où je veux aller, à comment faire pour y arriver, ce que je n'ai pas encore aussi beaucoup. Et je prends rarement le temps de me dire, attends, juste sois fier 2 minutes de ce que tu as accompli, tu vois. Mais en même temps, c'est bien, mais c'est vrai que ça fait pas vraiment avancer de se dire, oh là, qu'est-ce que je suis fière de moi. Tu vois, c'est en fait, en vrai. Petit bisou sur l'épaule. Ouais, c'est super, qu'est-ce que t'as fait ces 10 dernières années. Non, moi, je suis une chouette nana, quand même. Je suis quand même vachement bien. Non, oui, c'est clair que c'est toujours dès que tu fais un truc, tu dis, ok, maintenant, c'est quoi le truc? Maintenant, prochain, mais. Ouais, mais du coup, on savoure pas assez. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas, tu vois. C'est sûr. Tu savoures, faut savourer même si c'est court. Mais plus intense. Ouais, de ouf. Mais bon, les gens qui savourent 6 mois un truc, t'es là, faudrait peut-être commencer à... Ouais, et puis là, c'est le début d'acheter des chamallows et des bonbons voilà, c'est au Monoprix. Ça. Tu fais une soirée. Ah, mais une fête, tu fais une fête. Non, mais quelle horreur. C'est incroyable. Je sais pas que je l'ai jamais raconté. Ça, tu vois, ça serait bien dans mes hors-série fail. Ah non, mais quel enfer, mais tu fais une fête, mais et non, mais tout était terrible. Moi, je me souviens, il y a des années, tu blagues, mais c'était dans un Monoprix, c'était celui de Jules Geoffrin. J'avais croisé un ex au rayon PQ. Et je m'étais dit, pourquoi, tu vois. Ah, bah ouais. Genre, tu ne l'as jamais recroisé. Ah oui, pourquoi là? Et à chaque fois que t'es bien habillée, un peu bonne. Mais non, mais évidemment que jamais. Mais tu ne croises personne. Non, non, c'est toujours dans des moments. Ouais. Mais là, le décalage, moi en pyjama à 15h, eux en montage des épisodes de Bref, j'étais là. Écoute, ça va. Tu fais quoi en ce moment? Écoute, ça va plutôt bien. Non, l'enfer, terrible. Franchement, je comprends pas pourquoi on pense pas à moi. La meuf, elle en Snoopy. Ah oui, c'était vraiment ça. Le cheveu gras. Bon, ça m'a fait plaisir de te voir. Ouais. Oh, c'était terrible. Terrible. Et tu sais, peut-être qu'encore aujourd'hui, Kian, il se dit, mais je pense qu'il ne se rappelle pas invité à sa fête. Non, il se rappelle même pas, parce que lui, il était dans une énergie de dingue. Ouais. Et moi, j'étais en rien. Ouais. Ah oui. Terrible. Putain. Et comment ça se passe au moment où tu décroches du coup ce rôle dans Babysitting? Déjà, comment tu fais pour le décrocher?
En fait, c'est Philippe Lachaud avec qui j'étais sur Europe 1 quand j'avais 19 ans. Ah, il était sur chez Ruquier. Europe 1. Ouais, et on était les deux très timides et parfois pendant une émission entière, on ne parlait pas, on n'osait pas parler. Et on se regardait avec Fifi, on était là, va falloir qu'on dise quelque chose vu que pour se faire c'est notre payer, métier, quoi. Ouais, c'est ça. Et on s'entendait bien. Et un jour, il m'écrit un message en disant, voilà, je fais un film, est-ce que tu veux venir juste faire une petite scène? Et moi, je suis tellement contente de faire mon premier long métrage et je me dis, bon, j'ai un mini-rôle, mais autant le faire à fond, donc je le bosse, mais comme si c'était le rôle de ma vie. J'arrive avec plein de trucs d'impro et tout, et ça se passe bien, et il me rajoute une journée supplémentaire pour faire une scène en plus à la fin. Et donc, finalement, ce tout petit film devient quand même un énorme succès. Et on est à l'Alpe d'Huez, et Philippe me dit, s'il y a un 2, je te mets dans le 2. Puis moi, je me dis, oui, on verra. Et en fait, un an plus tard, on était tous au Brésil pour tourner le 2 avec Christian Clavier. Enfin, c'était dingue. Incroyable. Mais pareil, tu vois, c'est toujours le même truc, c'est que je commence le cinéma aussi avec un énorme succès très vite, et je me dis, c'est toujours comme ça, alors. Et après, je me dis, c'est bizarre, pourquoi tous les films, ils font pas 3 millions? Mais je comprends pas. Ouais. Et moi, c'est avec les mecs que ça m'a fait ça. Le premier trop mignon est tellement amoureux de moi, et du coup, je me suis dit, tout le monde est comme ça. Mais oui. Ouais, c'est ça, quand tu commences par un truc très haut, après, t'es là, d'accord, donc pas tout le temps. Mais ouais, j'étais trop contente de tourner avec eux. Franchement, 2 de mes meilleurs amis, je les ai rencontrés dans ce film, Alice et Vincent. Génial, trop cool. Et puis après, oui, j'ai eu une année où j'ai beaucoup tourné, et pareil, je me disais, ça sera toujours comme ça. Puis en fait, maintenant, ce que j'apprends dans ce métier, c'est, en fait, chaque métier a ses choses, mais ce que je trouve pas simple, c'est les entre-tournages, quand tu t'enchaînes pas toutes les années de 5 films, quoi. Mais j'adore ça. Je me sens hyper épanouie sur un plateau, et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Déjà, c'est ouf parce que tes yeux changent quand je parle de ça. Ouais, c'est ouf. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, tu vois, d'évoquer cette notion-là de commencer par le succès et juste après ressentir un peu la galère, parce que... Tu dis enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je suis fantastique. Pourquoi? Moi, je sais, par exemple, tu vois, que j'ai bataillé pour l'avoir, mais j'étais Miss Drama Queen, et j'avais dit à tous mes potes, je voulais me lancer dans le journalisme. Ouais. Et j'avais dit à tous mes potes, oui, je suis sûre qu'à 30 ans, je serai dans un 20 mètres carrés, en touchant le RSA, en ayant fait 3 piges dans ma vie, et jamais je trouverai d'emploi, puisque tout le monde dit que c'est bouché. Ouais. Et en fait, le syndrome de la nana qui dit qu'elle a raté et qui a 19, je me retrouve à 23 ans, la première de ma classe à avoir un CDI, tu vois, insupportable, genre Pierre et le Loup, mais version 20 000. Et du coup, j'ai commencé avec ce CDI. Où ça? Chez Cosmo. Ah ouais, incroyable. J'étais chez Cosmo. Et bon, je me suis dit que la vie allait être quand même pas si compliquée que ça. Et quand j'ai lâché mon taf pour me mettre sur la leçon, vraiment, j'ai plongé. J'avais évidemment la trouille... la trouille de malade, mais je me suis dit, oui, voilà, ça va vite venir, je vais avoir des sponsors et tout. 1 an et demi avant d'être payée. Mais oui, tu vois. Ouais. Et là, maintenant, t'es plus journaliste, alors tu fais juste les podcasts. C'est un peu hybride parce que je suis encore journaliste sur la leçon et sur d'autres. J'ai produit jusqu'à 6 podcasts cette année, donc je fais ce travail de productrice et de journaliste. Et à côté, je commence de plus en plus à me dire que j'ai envie de me tourner vers l'entertainment et refaire ce que j'ai fait il y a pas longtemps, des lives de la leçon. Exact, tu vois, c'était trop bien. Donc je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire dans les années à venir. C'était une bonne adresse de voyante. Je vais trouver ça. J'attends mon babysitting, tu sais. Et on va mettre Hippolyte et Camille. Ils veulent aller au parc ensemble. Bien sûr. Je vais être là, mais c'était pas ce babysitting-là. C'est pas ce que je voulais. Comment tu le vis, ces moments de creux après un grand succès? En fait, en vrai, je me dis jamais que c'est un grand succès, parce que en vrai, faut remettre les choses à sa place et à leur place, et je sais pas, à sa place, à leur place, les choses à leur place. Et je me suis jamais dit, oh là là, quel grand succès, ou. Ok. Puis j'espère que c'est surtout celui qui sera à venir. Ouais, carrément. Donc du coup, ça te permet un peu de nuancer et de plutôt regarder. Oui.
Et puis, pour moi, l'important, c'est de faire des choses qu'on aime et qui ont du sens. Et donc, pour ça, j'écris beaucoup. J'ai aussi écrit une pièce que j'ai jouée il y a 3 ans, où j'ai adoré faire ça. Après, là, j'en réécris une autre qui sera peut-être pour l'année prochaine. Et puis, en fait, quand je tourne pas, j'écris et j'essaye de mettre en marche des nouvelles choses, quoi. T'es assez proactive là-dedans aussi. Que ça, parce que en vrai, honnêtement, parfois, si je le fais pas, je travaille pas. Et c'est la réalité aujourd'hui. Il faut l'accepter. Il y a des gens qui tournent énormément. Moi, en ce moment, j'ai pas encore ce truc où je sais que pendant 1 an, je vais être occupée. Et même si j'avais la chance d'avoir une garantie, si un jour on me dit, je te garantis de tourner minimum 3 films par an, mais je suis pas sûre que je serais calme entre les tournages parce que j'aime pas ne rien faire et j'ai besoin de bosser tout le temps. Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui quand tu repenses à cette période de vide et à ce sentiment que tu avais à l'époque? Est-ce que tu te disais, je suis foutue Je me dis que peut-être si j'avais été mieux entourée, je l'aurais mieux vécu. Mais je pense aujourd'hui qu'elle était nécessaire et que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on puise aussi une force qu'on pensait pas avoir, qu'on grandit. Et des fois, c'est super douloureux de grandir et de faire des choix. C'est ça grandir, c'est faire des choix, des concessions mais j'ai grandi en 2 jours presque, donc. Ouais, ça fait mal au tibia et aux os. Mais je pense qu'elle était nécessaire cette étape, mais j'aurais bien envie de revenir 10 ans en arrière puis me rassurer en me disant ça va, t'es pas foutu, tu vois. Tellement. Oh, on aurait tellement besoin de ça. J'aimerais trop. Jeunes adultes, quoi. Ah ouais. Tu sais, quand le monde entier te dit le marché de l'emploi est quand même super saturé. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En plus, toi, tu te fous dans le secteur qui fait rêver beaucoup et où les places sont chères. Oui, mais en vrai, ça, tu vois, quand les gens me disent, puis c'est tout le temps les gens me disent ça, là, dans ton métier, c'est dur. Mais en fait, quand tu vas faire médecine ou droit, il y en a des milliards qui font exactement la même chose que toi et personne dit un mec qui va faire médecine, comme des milliers de personnes. Oui, en fait, moi, je vois pas ce métier comme quelque chose. Je me dis, oui, comme des milliers d'acteurs, des milliers d'actrices, des milliers, et chacun fait son chemin, sa voix, et il laisse une trace de ce qu'il a envie de raconter, de dire, et qu'en fait, on n'est pas obligé d'être tous, d'avoir tous la même carrière et la. Ouais, complètement. Pour ça, je supporte pas les gens qui brisent des rêves ou qui donnent des avis. Je supporte plus les gens défaitistes. C'est de la frustration, oui. Très souvent. Mais c'est très souvent de la frustration. Mais ce truc de, ils ont toujours cette voix en plus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, hein. Puis t'es là, laisse-moi tranquille, en fait. Est-ce qu'elle s'appelle Marie-Jo, par hasard? Ah non, mais... Pourquoi Marie-Jo? Je sais pas, c'est notre nouveau truc avec mes potes, c'est Marie-Jo. Ah, c'est celle qui est jamais contente. Ah, c'est vrai? Ah, moi, c'est Monique. Ah ouais. C'est drôle, ouais. Moi, c'est Monique. Oui, mais je la vois bien s'appeler Monique aussi. Mais un gros bisou à toutes les Moniques qui nous écoutent. Oui, bien sûr, un gros bisou personnel. à toutes les Moniques. Mais en tout cas, cette personne a un nom. Mais moi, c'est plus les... Tu vois, genre, tu dis ce que tu fais, puis les gens sont là, je pourrais pas le faire. Puis t'es là, oui, mais je t'ai pas demandé de le faire. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est cool, merci, mais je t'ai pas demandé ton avis, du coup, donc... C'est où je dis ça, je dis rien. Oui, mais ne dis rien, Monique. Tu vois, je dis rien, putain, le passif-agressif. Elle est passif-agressive, Monique. Hein. Monique, elle est sympa, mais elle te dit toujours un peu le fond de sa pensée. J'aurais fait tout l'inverse. Oui, Monique. Mais t'aurais dû le faire, du coup, Monique. C'est ça. Si t'avais fait tout l'inverse. Si t'en parles au conditionnel, c'est un peu compliqué, du coup. Ou alors, t'as le contraire, t'as ceux qui pensent qu'ils peuvent vraiment faire ce que tu fais. Ouais. Qui disent, c'est vrai, t'as écrit un livre, oh là là, moi aussi, il faut que je m'y mette, là, j'ai tellement de choses à dire sur ma vie. Ouais. Là, ok. Je vais t'acheter un journal intime. Ouais. J'aurais adoré faire ça, ouais. J'aurais adoré. Moi, je vais le faire, je pense. Ok. Et toi, tu t'assieds, tu creuses les doigts, les bras, et toi, t'es là, c'est un dentiste, tu dis pas, je vais le faire. Non. Pas bon. Non, mais c'est très vrai, c'est cool le parallèle aussi avec la médecine, parce qu'effectivement, c'est... En plus, il y a un truc cruel dans la médecine, exactement comme dans ce métier, c'est que c'est pas parce que t'es excellent que tu seras pris. Et s'il y a quelqu'un qui est plus excellent que toi en médecine et qui a quelques points de plus, même si tu peux devenir potentiellement un excellent médecin, tu seras pas pris quand même, quoi.
Mais oui, c'est pour ça que faut aller là, vers ce qu'on a envie de faire. Mais c'est vrai que cette légende moi, je trouve que j'ai de l'admiration pour les gens qui ont une vraie routine, qui ont tous les jours la même chose, qui ont la force de se lever tous les matins pour aller voir les mêmes collègues et les mêmes. Enfin, je trouve ça super dur. Et même, il y a plein d'autres métiers dont je suis admirative, mais en fait, quand on me dit je pourrais pas faire ce que tu fais, mais moi, je pourrais pas faire ce que eux font, et c'est très bien comme ça. Ouais, carrément. Et puis, je crois que tout le monde aussi a sa place, en vrai. Ouais. Ah. Petit chien qui veut rentrer. On a strictement rien entendu. Ok, on n'entend pas les petites griffes sur la vitre. Tu sais qu'il va pas lâcher. C'est le début. Ouais, en vrai, je pense que tout le monde aussi a sa place, tu vois. Dans le milieu du journalisme, je m'en éloigne un peu, mais je me suis vraiment rendu compte de ça, de toutes ces stagiaires qu'on avait qui étaient géniales et qui, ont trouvé un job, en fait. Ouais, tu vois. Mais oui. Alors qu'on nous disait toujours qu'il n'y a pas de place, que surtout ne bouge pas de ton job parce que ce sera pas possible de trouver ailleurs. Ouais. Tu vois, tout ça. Et en fait, tu les vois, elles s'épanouissent, elles font des choses, elles changent et tu vois ces nanas-là et tu les vois pas comme une compète. Tu te dis littéralement, on a toute notre place. Complètement. Tu vois. Toutes et tous, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Donc ce truc-là, un peu, peu d'élu. Ça c'est oui. Toi, elle est vieille un peu. Elle a une voix de vieille. Elle a pas mal fumé. Elle a pas mal fumé. Putain, cette voix, elle est horrible. Faut que j'arrête parce que je commence à la faire naturellement. Je vois très bien. Je vois très bien. L'enfer. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la notion d'échec? Est-ce que c'est un truc auquel tu penses ou pas du tout? Je commence à m'en défaire. Mais parce qu'on a, moi j'ai peur de ça. Je me dis là, mais si ça plante, là j'ai des choses qui arrivent. Je me dis mais si j'y arrive pas, mais j'y pense souvent. Mais en même temps, ça fait partie de la vie et du moment que t'essayes, de ouf. En fait ça fait partie du mouvement et que en vrai, je préfère me planter que de pas essayer et je pense que c'est tellement banal ce que je vais dire, mais mon plus grand échec, ce serait de pas avoir essayé. Ouais. Mais à la fois, ça, c'est pour ça que des fois, je trouve que, pour moi, des fois, je suis flemmarde parce que je me dis, non, je suis pas flemmarde en plus, mais c'est pas vrai. Ne sois pas dur avec toi. Non, c'est ça, je suis très dure. Mais c'est plus le truc où des fois, t'es un peu paralysée parce que tu te dis, non, mais si ça marche pas, mais en même temps, autant le savoir. Mais moi, ça fait partie du truc, mais j'ai l'impression que ça fait partie que la peur de l'échec fait partie de la réussite, du coup. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est, souvent le plus gros frein, tout court. Ah, ben oui. C'est ne pas commencer parce que moi, j'ai plein de projets que j'ai jamais mis en œuvre jusqu'au bout parce que tout d'un coup, il fallait aller en parler à d'autres et se confronter peut-être à la réalité, au fait que les autres soient pas aussi fans de mon idée que moi, tu vois. Ouais. Et ça demande ça demande vraiment du coffre de se dire je vais aller au bout et pour moi, quoi qu'il arrive, même si ça se passe pas comme tu le voudrais, c'est déjà une grosse réussite. Ouais, c'est vrai. Donc, Et quand c'est toi-même qui le vis, tu le vois pas d'une manière. C'est toujours facile de le dire à l'autre, mais c'est vrai que quand t'es en plein dedans, quand tu veux réaliser quelque chose, etc., quand ça se passe pas comme tu veux, mais finalement, les échecs font aussi les succès d'après, parce qu'en vrai, un non, c'est un oui pour autre chose. Ouais, de ouf. Et ça, j'essaie de l'appliquer. Alors, des fois, sur le moment, c'est chiant parce que un truc a planté ou que un film, je sais pas, c'est pas fait comme tu voulais, quand tu voulais, mais en vrai, derrière, t'écris autre chose et t'as aussi des contraintes qui font de la liberté, donc grave. Bon, je me dis que c'est nécessaire. Ouais, et puis tu restes dans une dynamique qui fait que cet échec ne peut pas être paralysant quoi qu'il arrive. Exactement, de bouger tout le temps, et en ma foi, un truc marche pas, tu continues. Ouais, puis c'est au bout d'un moment et ça a bien marché. De ouf. Ça je me souviens qu'Yann Kojandi, je l'ai eu dans l'un des premiers épisodes de La Leçon. Et je me souviens je crois que c'est hors micro qu'on s'était dit ça, il disait vraiment ça, il faut faire tout le temps, et je crois que c'est vraiment un gros conseil qu'il donne aux jeunes qui l'approchent, et ça m'avait un peu marqué, parce que La Leçon, c'était le premier truc que je faisais vraiment, tu vois, où j'allais vraiment au bout d'un truc, et j'avais la trouille de ouf. Et c'est quand même un dénominateur commun entre toutes les personnes qui réussissent, c'est toujours des personnes qui, quoi qu'il arrive, sont toujours avec un carnet, qui proposent toujours des choses, qui sont toujours dans une énergie d'aller vers les autres, etc. Donc c'est inspirant.
Ah ouais, complètement. Et c'est ça, de pas arrêter, de tout le temps continuer. Moi, une fois, quelqu'un m'avait dit, c'est pas les plus talentueux qui réussissent, c'est les plus endurants. Ouais. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, des fois, voilà, je vois, quand t'écris un film et ça te prend 3 ans, 4 ans. Ouais. Et puis après, t'es là, donc, finalement, il se fait pas. Mais après, t'as quelque chose, tu sais pas pourquoi, ça se fait en 1 an. Et donc, en fait, j'ai l'impression parfois, d'être dans un truc de marathon où tu cours, et en fait, t'as pas le temps de regarder ce qui se passe ailleurs. Ça sert à rien de regarder qui fait quoi. Ouais. Et c'est ça le plus dur, en fait, je trouve, dans ce métier, c'est d'être ouvert, bien sûr, aux autres et de s'intéresser aux autres, parce que c'est la base, mais de jamais se comparer, parce que personne a la même vie, personne a la même trajectoire, et surtout avec les réseaux, t'as toujours l'impression qu'un tel fait tout le temps plein de trucs, mais en fait, faut mieux, rester concentré sur tes objectifs, quoi. Ouais, de ouf. Bah écoute, merci beaucoup Charlotte. Merci à toi. C'est super. Et merci à Tara, bien sûr. Ah oui, Tara qui va me donner vraiment du travail. Je vais ressentir puissamment le fait d'être podcasteuse grâce à elle, c'est cool. Mais sans elle, on aurait fait un épisode où j'aurais rien coupé, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que tout ce que je dis, c'est tellement excellent. Exactement. Forcément, t'aurais beaucoup de mal. J'aurais peut-être monté le niveau sonore quand tu parles. Bien sûr, évidemment. Mais peut-être qu'on va trouver un titre, en tout cas, on va voir. Ah, mais alors du coup, waouh, tu fais quand même mon boulot à ma place. Ah oui, pardon. Non, mais je suis en train de me dire bravo Pauline, tu vois, même oui. le titre, t'avais zappé, quoi. Ah oui, le titre, on l'a zappé. Bon, on va le trouver après, je pense. Alors attends, non, brainstorm. Tu crois qu'on brainstorm là, maintenant? Moi, j'ai l'impression d'avoir épuisé mon stock d'idées. Je me suis retrouvée à la caisse d'un supermarché. Charlotte, écoute, c'est l'unique chose que je vais retenir dans cet épisode. Moi, je te préviens. Oh là là. C'est chaud, hein? Ouais. Bon, je crois qu'on va en discuter en micro. Non, ça va être ou alors on fait une émission sur le titre, mais ça va être long. Non, hors micro, c'est bien. Mais on va voir avec Tara ce qu'elle pense. Ah, ok, go. Merci Charlotte. Salut. J'espère que cet épisode avec Charlotte Gabry vous a plu. Nous, en tout cas, on s'est bien marrés, même si on a eu quelques incursions de Tara que j'ai dû couper au montage. Bref, pour me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule ou sur Facebook, La Leçon Podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.